Bonjour et bienvenue. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire. Je suis Justine Mandroux, responsable prévention à la Mutualité française Occitanie et je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose ses actions en ligne aux multiples thématiques. Cécile, bonjour. Je te remercie d'avance pour ton intervention. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci à toi et merci à la Mutualité française Occitanie d'organiser ce type de rendez-vous. Et merci à vous toutes et tous d'être là ce soir en direct lors de ce webinaire sur un sujet qui concerne tout le monde de nos jours, puisque aujourd'hui nous allons parler des écrans. Et à savoir, est-ce que c'est un atout bien-être ou non? Voilà, comment est-ce qu'on peut éventuellement cultiver le bien-être et la vitalité à notre ère numérique d'aujourd'hui et qui va en grandissant, j'ai envie de dire, de mois en mois, d'année en année. C'est le sujet du jour pour voir comment on peut mieux, de plus en plus intégrer de la bonne façon ces nouveautés un petit peu inévitables malgré tout de notre quotidien. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à dire dans le chat. Moi, j'aime bien toujours savoir pour commencer, si vous avez des questions, etc., vous n'hésitez pas. Mais de quel secteur êtes-vous géographiquement? Ça permet un petit peu de, voilà, de donner un peu l'énergie. Est-ce que vous êtes du nord, du sud? N'hésitez pas à présenter. Moi aussi, je vais me présenter dans quelques instants. Moi, je suis de Montpellier, donc dans l'Hérault, le sud de la France. Et là, je vois que nous avons des personnes du Gers, de Vendée, du 65, de Haute-Garonne, de la région toulousaine, de Bretagne, du Lot. Donc, c'est très varié, hein. Donc, secteur Hérault aussi pour Aurélien, Ariège, Haute-Garonne aussi, Andance, en Arche-Nord, Ardèche-Nord, pardon, je ne connaissais pas, Bourgogne, Haute-Garonne, Tarn, Aveyron. Alors non, forcément, on est en Occitanie, c'est évident, mais des fois, il y en a qui se connectent d'un peu plus loin, puisqu'on a eu quand même la Bretagne, etc. Bonjour de Comminges, Toulouse, Alsace aussi, donc comme quoi on en a quand même un petit peu qui se connectent plus loin que simplement l'Occitanie. Eh bien, bienvenue à vous toutes et tous. Yveline, Gers aussi, Aude, Lost, Toulouse, Lodève. Alors, je m'excuse, je vais probablement avoir quelques quintes de toux. Je suis en train de me remettre de quelques petits microbes. Et donc, je suis là ce soir. Donc, Montpellier, on a aussi. Mais j'ai encore quelques restes de la toux. Donc, je vais faire au mieux. Mais normalement, ça va, ça passe très bien. Allez, donc, qui je suis pour ma part aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce sujet-là. Donc, je m'appelle donc Cécile Neuville, je suis psychologue. Donc, en tant que psychologue, j'interviens sur divers sujets et notamment depuis toujours, je suis enfin depuis toujours, depuis plus de 15 ans, depuis mes débuts dans ce métier-là, je suis spécialisée en psychologie positive qui s'intéresse à tout ce qui contribue à plus de bien-être, justement, de bonheur, de bien-être individuel et collectif. Et donc, pour moi, il faut pas attendre d'aller mal pour aller mieux, pour chercher à aller mieux. Donc, du coup, la prévention est toujours quelque chose qui m'a passionnée plus que la guérison. Donc, j'aime bien intervenir dans ce genre de webinaire sur des thématiques comme ça qui nous permettent de prendre des précautions pour éviter de subir après des résultats, mais parfois aussi hein, de trouver des clés pour sortir un petit peu de situations pas très confortables. Donc, je suis par ailleurs multi-entrepreneuse, donc j'ai plusieurs activités. J'écris des livres, j'ai plus de 21 livres publiés aujourd'hui. J'accompagne des auteurs, je suis coach auteur, j'ai une maison d'édition, les éditions Révolution. J'ai un club de rêveuses entrepreneuses, j'organise des événements, voilà, beaucoup de choses. Je suis une passionnée. Et au milieu de tout ça, je suis aussi épouse et maman de trois jeunes adultes, tous entrepreneurs aussi. Nous sommes dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et donc, au milieu de tout ça, forcément, nous sommes très connectés, que ce soit pour nos activités pro ou pour nos activités perso, comme j'imagine beaucoup d'entre vous. Et donc, du coup, nous sommes voilà, en plein dans le sujet, dans notre quotidien, dans quelle mesure les nouvelles technologies, les connexions, les écrans peuvent être à notre service, au service de notre bien-être, sans venir réduire des éléments de notre bien-être. Donc, je vais commencer par une première question. Moi, j'aime bien vous poser des questions, savoir un peu où est-ce que vous en êtes. Donc là, sans avoir été plus loin dans tout ce que nous avons évoqué, je vais vous demander sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau, selon vous, comme ça et assez spontanément, les écrans limitent votre bien-être? Est-ce que vous avez l'impression que quand même, ça a un impact et ça vous limite?
potentiellement quand même dans votre bien-être. Ça peut être très varié, ne cherchez pas à avoir voilà, un mieux ou moins bien que les autres. L'authenticité, la sincérité, tout le long de ce partage sera les bienvenus. Donc on a du 8, 8, 3, 8, 5, 7, 7, 9, 7, 4, 7, 6, 3, 5, 8, 1, 2, 4. Ok, donc c'est très varié. Vous voyez qu'on a 3, 4, 2, 7, 3, 8, 8. Donc au maximum, j'ai eu un 9 quand même. Et on est quand même au zéro, hein, de zéro jusqu'à 9. Donc c'est vraiment, on a les extrêmes. Donc vous voyez que c'est intéressant comme sujet puisque bah, il y a quand même une grosse partie qui se sent un peu limitée parfois dans son bien-être avec les écrans. Et beaucoup qui sont dans la moyenne, hein. On a quand même pas mal de 4, 5, 6. Donc oui, c'est un sujet qui nous touche forcément tous plus ou moins. Alors, aujourd'hui, on va voir cinq choses. Donc, on va déjà revoir un petit peu, bah, finalement, dans la réalité, reprendre conscience de la place des écrans dans nos vies. Donc, ça, première étape. Ensuite, on va voir les impacts négatifs des écrans, les impacts positifs des écrans, parce qu'il y en a. On va voir aussi et surtout derrière comment passer à l'action et optimiser d'un côté la quantité de temps sur les écrans et de l'autre côté la qualité de temps sur les écrans. Et les deux impactent bien évidemment sur notre bien-être. Donc, on y va pour la première partie. Bah, un peu faire face à notre réalité, toutes et tous, dans notre quotidien. Quelle est la place des écrans dans nos vies aujourd'hui? Je vous invite à réfléchir à chaque fois que je vais vous citer des exemples. Est-ce que euh, vous êtes concerné par tel ou tel écran? Dans quelle mesure, etc. Pour vraiment juste faire un petit état des lieux. Donc, le panorama des différents écrans, parce que déjà, il y a plein d'écrans dans nos vies. Donc, les principaux dans notre quotidien aujourd'hui sont les smartphones, les téléphones, où on fait beaucoup d'autres choses que téléphoner avec un téléphone, mais aussi nos ordinateurs sur notre bureau, mais aussi ordinateurs portables. On a aussi tout ce qui va être tablette, qui est le format un peu intermédiaire et mobile, et sans oublier la télévision qui fait encore beaucoup partie de notre quotidien pour beaucoup que ce soit pour de la télévision en direct ou pour du streaming, en replay, etc., la télé est aussi dans un grand nombre de foyers dans la pièce principale, voire même il y en a plusieurs à la maison. On a aussi tout ce qui est, et ce n'est pas des moindres non plus, les écrans liés aux consoles de jeux vidéo, que ce soit des petites consoles, des moyennes ou des grands écrans. On a vraiment aussi beaucoup de place pour plusieurs types de personnes. Et puis de plus en plus, on commence à avoir des petits objets aussi, des montres connectées, des objets connectés où on regarde les nombres de pas, des choses comme ça. Donc il y a des écrans un petit peu partout, sans compter tout ce qu'on voit aussi maintenant dans la rue. Je ne l'ai pas noté ici, mais on a aussi tout ce qui est lié aux panneaux d'affichage qui sont de plus en plus des écrans, les panneaux d'information dans les grandes surfaces, dans les magasins, voire même les menus dans les restaurants, etc. Bref, il y a de plus en plus d'écrans partout où l'on va et ça ne va faire que s'amplifier, soyez-en sûrs. En tous les cas, ça va être difficile. Peut-être qu'un jour on atteindra un extrême, mais voilà. Là, j'avais envie de vous demander combien d'écrans vous avez rien que chez vous, dans la maison, dans votre appartement, maison, chez vous. Alors, selon le nombre de personnes que vous êtes, évidemment, ça va être variable. Mais voilà, si vous êtes une personne et que vous avez deux écrans, voilà, c'est pas pareil que si vous êtes cinq personnes et que vous avez peut-être 10 écrans entre tous les téléphones et les ordi dans toutes les pièces, etc. Donc, vous voyez, on a là aussi une grande variété, mais rien que dans les personnes présentes, en tous les cas, on a 2, 5, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 6. Les GPS en voiture, tout à fait aussi, on en a encore là. 7, 7. Donc vous voyez, 6, 4. Et c'est pas grave, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste un constat de notre réalité. 2 pour une personne, voilà. Oui, c'est ça, il faut relativiser, hein, évidemment. Selon le nombre de personnes à la maison, on n'a pas les mêmes écrans aussi, ça joue. 7, 3, 5. Ordi et smartphone, je suis seule et 2, 6, 3 pour une personne. Donc, vous voyez, en moyenne, on dit qu'on a entre 2 et 3 écrans par personne actuellement. Donc ça reste possible des personnes qui n'ont plus pas d'écran du tout. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont aucun écran? Bah, déjà, rien que si on est là, a priori, c'est qu'on en a tous au moins à portée de main. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont qu'un? Parce que même ça devient presque rare en fait d'avoir que le téléphone, par exemple. Je crois que c'est celui qu'on a le plus. Certaines personnes, quand même, n'en ont pas, sont déconnectées, ne sont pas là ce soir, justement, et tiennent à respecter ça, voilà, mais presque, du coup, passent à côté d'autres choses. Donc, voilà, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Mais c'est un constat. Les nouvelles technologies, les écrans, font partie de notre quotidien.
pourquoi on les utilise. Donc ça aussi, c'est intéressant de se dire, OK, moi, pourquoi j'utilise mes réseaux sociaux? Pardon, mes écrans. Donc pour les réseaux sociaux, pour beaucoup, donc ça aussi, on est très, très nombreux. J'ai pas les chiffres, mais ça se compte en millions, voire en milliards de personnes dans le monde qui ont des accès à Instagram, à Facebook, à Twitter, à LinkedIn, etc. Donc, mais aussi aux messageries. WhatsApp, Telegram, Discord, et avant il y en avait d'autres, hein, ça évolue avec le temps, il y en aura d'autres plus tard. Donc ça, il y en a énormément. Donc on en a tous, même plusieurs souvent, plusieurs réseaux sociaux, plusieurs messageries. On a un mail, voire plusieurs mails. Donc du coup, on a plusieurs systèmes de messagerie avec plusieurs navigateurs qui nous permettent parfois de passer de l'un à l'autre, qui nous permettent de travailler en ligne. Peut-être parmi vous, il y en a qui travaillent à distance. Donc ça se fait de plus en plus aussi, pour le bien ou le moins bien des uns et des autres. Mais en tous les cas, voilà, ça devient de plus en plus commun, d'autant plus depuis le Covid, clairement, qui a augmenté l'accès à beaucoup de choses en ligne. On a évidemment tout ce que je parlais tout à l'heure des streamings, donc ça va être toutes les émissions en replay, donc que ce soit sur Netflix, qui est un des plus gros incontournables aujourd'hui, où beaucoup de gens y passent des heures, Prime Video ou autres systèmes de replay de TF1, M6, etc. Donc ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup d'heures entre les réseaux, les mails, les streamings. Les jeux vidéo, soit en général, on y est, soit on n'y est pas du tout. Mais on peut être quand même sur les mini-jeux hein, sur le téléphone. Et ça aussi, il y en a beaucoup et pas toujours ceux à qui on pense. Il y a vraiment toutes les générations, tous les niveaux sociaux. On en retrouve, voilà, que ce soit des jeux de plateforme, des jeux euh, de, de logique, de mémoire. Pour les personnes âgées aussi, il y a maintenant de plus en plus de jeux proposés. Donc, on est aussi beaucoup sollicité sur nos téléphones pour ce genre d'activité. De plus en plus aussi, on commence à lire en numérique. Donc, les e-books explosent d'année en année. Donc, on lisait beaucoup papier. Il y aura encore et toujours ceux qui sont fans de leurs livres papier. Et moi, la première, j'ai une énorme bibliothèque à côté de moi et j'écris des livres et voilà, j'adore ça. Mais j'ai quand même des livres papier, en e-book et de temps en temps, je lis des livres en e-book aussi. Donc, je vois pourquoi, quel intérêt. Des fois, voilà, quand on part en vacances ou dans certains contextes, ça peut être pratique. Il y a tout ce qui est interaction à distance de plus en plus, donc les réunions, les appels à distance, les webinaires comme ce soir, mais aussi les appels voilà, entre personnes de la famille, etc. Et les réunions professionnelles aussi. Donc ça aussi, ça peut prendre beaucoup de temps sur une semaine selon votre type d'activité. Et puis on utilise, et ça depuis bien longtemps aussi maintenant, des recherches d'informations. Donc les écrans nous servaient beaucoup, grâce aux ordinateurs à l'époque, à faire des recherches d'informations. De plus en plus maintenant, nous avons notre téléphone dans la main pour poser des questions de diverses façons, que ce soit à des outils en ligne ou même maintenant à des intelligences artificielles pour avoir des réponses instantanées, rapides, accessibles facilement. Et donc on peut, voilà, même en repas de famille, etc., sortir le téléphone pour répondre à une question, etc. Donc il y a beaucoup de choses et même des informations qui peuvent être très utiles, on y reviendra, hein, mais ou des apprentissages, on apprend énormément aussi en ligne, donc c'est voilà, une énorme source, une mine d'or d'informations qui peut aussi nous apporter beaucoup. Et puis, bah, il y a tout ce temps que l'on passe en dehors de tout ça, à surfer au hasard et à se perdre un peu en ligne. Et ça aussi, bah, mine de rien, on est quand même nombreux à avoir des temps comme ça où le temps passe très très vite et on ne le voit pas passer. Donc ça doit vous parler, certains plus que d'autres, certains aspects plus que d'autres, mais on est concerné par les écrans et par les usages de ces écrans, un peu toutes et tous, et de plus en plus, puisque maintenant même les administrations passent de plus en plus par le numérique pour les banques, pour voilà, les impôts, etc. Donc quoi qu'il arrive, il devient difficile d'y échapper. Donc vous, alors aujourd'hui, là, si vous faisiez le bilan, vous sentez que vous, là où vous passez le plus de temps pour vos écrans, si vous donniez peut-être deux, trois de vos activités principales sur les écrans, les usages, sur vos deux, trois écrans chacun, c'est quoi vos principales activités? C'est quoi vos principaux usages de ces écrans-là pour vous? Moi, personnellement, c'est clairement pour le travail que j'y passe le plus de temps, notamment par les messageries, les visios, les réunions, les webinaires, puisque je travaille essentiellement à distance aujourd'hui, et puis aussi un petit peu pour les réseaux personnels, mais j'avoue que c'est davantage pour la partie professionnelle que cet outil. Et maintenant, dès que je
peux, je ferme l'ordinateur, je ferme mon téléphone à des moments où je ne travaille pas pour pouvoir me reconnecter aussi autrement aux autres. Donc là, vous avez répondu le travail et les réseaux sociaux, travail, WhatsApp et la lecture, les films, les jeux. Ah oui, si moi aussi quand même. J'ai énormément d'écrans, pas sur mon ordi et mon téléphone, mais pour les, les streamings, quoi, les replays, etc. Je regarde aussi beaucoup tout ça. Carole, pardon, oui, je n'ai pas besoin de vous citer tous, mais travail, réseaux sociaux, mail, WhatsApp, travail administratif de la vie, voilà, donc c'est ce que je citais tout à l'heure, personnel, la banque, etc. Les sources d'information, les échanges avec les amis, donc avec les proches aussi ou la famille, les réseaux sociaux, mais aussi les mails, les recherches, les messageries, les jeux. Donc vous voyez qu'on retrouve hein, bien dans vos usages un petit peu tout ce qui a été cité, la messagerie personnelle, les jeux, la recherche généalogique, voilà, on peut avoir des recherches précises et y passer des heures aussi hein, selon nos centres d'intérêt et nos passions. Les jeux, les mails, l'administration, la gym à distance, on en reviendra, mais effectivement, il y a toutes ces pratiques-là aussi. Famille et réseaux sociaux, jeux, réseaux sociaux, mails, WhatsApp, etc. Ben, je ne vais pas tout lire parce que vous êtes très nombreux. Merci pour votre participation, c'est chouette. Je regarde si, s'il y a d'autres choses, réseaux sociaux, formation, voilà, film, documentaires, ouais, les documentaires aussi. Personnel administratif, yoga à distance. Ok. Voilà, bon, je vais pas tout lire, mais globalement, on retrouve un petit peu de tout ça. Ok, donc ça, c'est pour bien de quoi on parle. On parle de tout ça aujourd'hui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Parce que qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui fait moins du bien? Vous en avez déjà un peu conscience, mais on va aller un peu plus loin. On va rentrer un peu dans le détail. Quels sont les impacts négatifs des écrans dans nos vies? Donc, il y a à plusieurs niveaux, on a des impacts. Et il y a même des conséquences qui commencent à être mesurées dans des recherches. Et ça aussi, ça commence à devenir presque inquiétant, voire pas que presque inquiétant. Pour les personnes qui lèvent la main, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On ne va pas faire d'interaction orale, mais par contre, dans le chat, vous pouvez poser des questions avec grand plaisir. Je réponds et je lis en direct, hein, donc je vous vois. Donc le premier impact, et pas des moindres, ce sont les impacts sur le corps. Donc parce que nous passons beaucoup de temps assis, assises, face à ces écrans. Et bah, forcément, au bout d'un moment, selon les postures, on peut avoir des raideurs, du mal au dos, mal au cou, on peut avoir des torticolis parce qu'on se tient mal. On est vraiment dans une posture. En fait, c'est pas la posture en elle-même qui n'est pas bonne, c'est l'immobilité en fait, c'est le fait qu'on ne bouge pas assez devant ces écrans-là. Ensuite, on a un deuxième niveau. Donc là, il faut savoir quand même que sur cette histoire de posture quand même, il y a vraiment des recherches qui sont faites. Et je vous invite, il y a un livre qui s'appelle La chaise qui tue, qui est sur justement toute la prévention d'Alexandre Dana, sur la prévention santé de la sédentarité. Donc c'est-à-dire que, par exemple, moi je suis une sportive, donc je bouge beaucoup, je fais beaucoup d'activités à droite à gauche. Le matin, je marche, le soir, je vais à la salle, plusieurs fois par semaine, je passe des heures. Donc, en termes de quantité d'heures, je fais largement le nombre d'heures qui est recommandé par l'OMS pour le mouvement. En revanche, j'ai découvert dernièrement, grâce à ce livre, entre autres, que j'étais une sportive sédentaire. Parce que malgré tout, au milieu de tout ça, entre deux séances, quand je vais me mettre sur mes écrans pour écrire, parce que donc j'écris en tant qu'auteur aussi, et là, je peux rester 3 heures, 4 heures non-stop sans bouger. euh, dans la même position sans voilà forcément ça n'aide pas et le corps peut avoir un problème de circulation sanguine des postures trop toujours la même etc donc des raideurs des douleurs donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention de bouger c'est l'immobilisme la sédentarité est vraiment a des impacts sur nos enfants qui font je crois que c'était jusqu'à 30% de moins d'activité physique qu'il y a quelques années et ça va de pire en pire. Donc attention vraiment à l'immobilité, à la sédentarité. Ensuite, il y a un autre impact, c'est au niveau de nos yeux. Et en fait, il y a une baisse de la vue collective, hein, sociétale. Nos yeux sont sollicités par des écrans qui ont des lumières, qui sont toujours à une même distance de nous et qui peuvent avoir vraiment un impact à la fois direct tout de suite, on peut avoir mal aux yeux, une fatigue oculaire et des migraines, mais aussi sur le long terme, il y a une baisse de la vue. Et de plus en plus chez les jeunes. Donc, il y a même des statistiques, je ne sais pas si elles sont avérées, mais qui prédisent que on pourrait avoir 50% de la population qui deviendrait malvoyant d'ici à peine une vingtaine d'années. Donc il y a vraiment un impact réel sur notre santé au niveau des yeux aussi. Donc la posture, le corps, les yeux. Donc la sédentarité accrue, ce que je disais, qui va avec la posture, et la lumière bleue qui en plus
ces écrans, au-delà de nous abîmer la vue en elle-même, a un impact direct sur nos hormones et perturbe notre endormissement et donc notre sommeil, notre fatigue, donc notre vitalité et donc forcément notre bien-être aussi. Donc attention, pas toute la journée, mais sur la fin de journée, on a des cycles et normalement on s'accorde avec la lumière du jour. Et donc la lumière bleue vient contrer l'effet de l'obscurité de fin de journée et perturbe notre système endocrinien et perturbe du coup notre endormissement. Donc voilà, pas mal de facteurs qu'il faut pas. Voilà, pouvez-vous rappeler le nom du livre? Donc c'est La chaise qui tue. Merci Christine, super. J'ai mal si je reste assise plus d'une heure, alors je reste souvent en mouvement. Tout à fait. Ben, on va voir que ça fait partie des, voilà, des troubles musculo-squelettiques, au coude droit par exemple. Voilà, tout à fait. Ok, donc ça, c'est les impacts rien que sur le corps, hein. On n'a pas encore vu tout le reste. Je vais pas être dramatique parce qu'à la fin, il y a des solutions quand même, mais c'est hyper important qu'on ait conscience de tout ça pour pouvoir éviter de subir et d'avoir des conséquences sans rien faire, en fait. Donc la prévention, encore une fois, pourra éviter la guérison derrière, ou en tout cas minimiser. Alors, impact maintenant sur notre état d'esprit, enfin sur notre esprit même, et sur notre état d'esprit, notre humeur, nos émotions, parce que de plus en plus, on l'a vu, on a des écrans partout, à plein de moments différents, de façon différente, on passe de l'un à l'autre quasiment non-stop une grosse partie de la journée. Il y a ce qu'on appelle une surstimulation intellectuelle, et donc, alors, quand je dis intellectuelle, c'est pas que de l'intelligence, hein, c'est vraiment dans le sens, on est sollicité par plein d'informations à droite, à gauche, etc. Et ça vient perturber notre équilibre aussi hormonal et augmenter le taux de stress et d'anxiété. On a une hyperconnexion souvent, donc attention, parce que l'hyperconnexion bah, augmente aussi pas que la fatigue physique, et cette surstimulation va avec la fatigue mentale. Quand on a une fatigue mentale, on est moins attentif, concentré, on est moins disponible pour les autres, on est moins... Voilà, il y a beaucoup de conséquences au fait d'être surstimulé intellectuellement, d'être hyper connecté tout le temps à quelque chose. Donc on n'a plus des moments vraiment seuls, même quand on est en extérieur. Dès qu'on a un instant seul, souvent on a le réflexe de prendre un téléphone ou un écran et on est toujours dans cette hyper connexion. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais après, il y a aussi une forme de comparaison sociale qui est de plus en plus présente parce qu'on se compare à tout ce qu'on voit. Alors ça a toujours existé, la comparaison sociale, hein, clairement. Mais là, la différence, c'est qu'on y est en permanence, puisqu'on se confronte sans arrêt aux avis des autres, aux idées des autres, aux façons de vivre des autres, aux apparences des autres. Bref, on est très souvent, voilà, relié à d'autres, mais pas dans un lien social, mais dans un lien de comparaison sociale, ce qui a aussi un impact sur l'estime de soi, puisque si on n'apprend pas à bien gérer ça, ça peut vraiment réduire notre niveau de bien-être en termes d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi. Et puis enfin, il y a cette exposition, malgré tout, encore aujourd'hui, et particulièrement dans un pays occidentale comme le nôtre, une exposition continue aux informations négatives. Donc, il se trouve que quand même, les médias ou les réseaux sociaux ont une majorité de partages qui sont d'un niveau plutôt négatif d'information. Il y en a d'autres, mais la majorité reste plutôt avec un angle négatif. Donc, forcément, ça a un impact au bout d'un moment si on est surstimulé en permanence par des infos négatives. On le sait, il y a des états de dépression des personnes qui regardent trop les journaux, les informations, etc. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent hein, de tout ce qu'elles voient comme misère dans le monde, comme tous les partages sur les réseaux sociaux, et qui ont du mal, qui sont dans la surempathie, et qui ont du mal à prendre de la distance et qui souffrent de tout ce qu'ils voient ou de tout ce qu'elles voient et qui leur ramène à leur propre souffrance aussi. Donc attention aussi à ça, ça reste un vrai impact sur notre qualité de vie en termes d'humeur, d'émotion, quoi. C'est vraiment important. Mes chiens m'obligent à des pauses ou sorties déconnectées de tout écran plusieurs fois par jour et ça, c'est vraiment bien. Ça permet, voilà. Ou la musique permet déjà, même si on est quand même connecté à quelque chose, le simple fait d'écouter et permet aussi d'éviter d'avoir toujours les yeux, mais on est quand même encore un petit peu connecté avec la musique, moindre que déjà avec les écrans. Et puis il y a encore un impact sur les relations. Ça aussi, ça s'est avéré, il y a de plus en plus de recherches sur le sujet. On a des impacts notamment en termes d'isolement parce que de plus en plus de personnes vont faire de plus en plus de leurs activités dont on n'a même pas encore parlé tout à l'heure, comme des courses en ligne, beaucoup d'achats, d'administration, etc., qui nous facilitent la vie. On est d'accord, il y a plein de choses qui sont chouettes. On va plus à la salle de sport, on fait ce yoga à la maison parce que ça nous fait gagner du temps. Et un seul est génial et en fait c'est le cumul de tout qui fait que petit à petit,
ben, on commence à s'isoler de plus en plus et à être moins en lien direct avec les personnes si on ne fait pas attention, bien évidemment. Donc c'est une histoire d'équilibre, donc, évidemment, par la suite. Mais le constat est que plus il y a d'écrans, plus cet isolement se fait ressentir au niveau sociétal. Donc attention, il y a de moins en moins de présence réelle avec les proches. Euh, on gagne du temps, on gagne aussi une autre forme de relation, hein, clairement. Pour certains, c'est même mieux. Mais globalement, il y a quand même une baisse des relations personnelles de qualité et à proximité. Il n'y a plus de contact physique ou moins. Et donc, il y a moins d'ocytocine, qui est une des hormones de notre bien-être. Même si on peut la ressentir quand même en ligne, malgré tout, il y a quand même voilà. Mais en moindre mesure qu'un bon grand câlin. Ou, voilà. Ok. Ensuite, on a aussi un avantage, c'est qu'on peut avoir plus de liens sociaux, mais du coup, on peut s'y perdre. On peut avoir aussi une surcharge cognitive et émotionnelle de plein de contacts avec plein de personnes avec qui on a envie d'être aimé, on a envie d'aider, on a envie de se sentir utile ou reconnu, chacun selon nos besoins. Et donc, ça nous demande beaucoup d'énergie à gérer des centaines de personnes sur nos réseaux, sur nos groupes, sur nos communautés, sur nos WhatsApp, sur nos messageries, sur nos mails. On veut satisfaire tout le monde, on a envie d'être présent, et à un moment donné, bah, c'est trop. Et c'est aussi une des raisons des burn-out, hein, le trop. Donc attention aussi, le trop de personnes n'est pas forcément bien non plus. Et ensuite, il y a la sensation qui va avec ce trop, d'être toujours débordé ou sollicité par tout le monde, d'avoir toujours l'impression d'être en retard, de pas être à jour, d'avoir des notifications en attente, et du coup de se dire, ah mais comment je fais? Et au final, on n'a plus qu'une seule envie, c'est de s'isoler et de rester tout seul. Et là, on revient à l'isolement, de couper tout, et ça devient compliqué de trouver sa juste place dans les relations aussi. Donc pas simple non plus le niveau relations sociales liées aux écrans. Et donc finalement, de façon générale, l'impact sur notre rythme de vie, parce que tout ça, l'un plus l'autre de tout ce qu'on a vu, va avoir un impact à d'autres niveaux, qui va avoir un impact sur notre qualité de vie, donc en niveau intermédiaire, on va dire. Donc il y a des difficultés à séparer, par exemple, le travail de la vie personnelle. Donc de plus en plus, avec tout ce qu'on a vu, le mail pro, on le lit quand on est avec nos enfants. On écoute un podcast à tel endroit, voilà, on a du mal à dissocier un peu tout ça, tout se mélange un peu. On est dans une hypervigilance permanente liée à ce trop là d'informations liées aux notifications. On peut se disperser, perdre en efficacité, en concentration, productivité dans le quotidien, tout le temps, que ce soit dans la vie perso ou professionnelle. On peut oublier des choses, on peut être éparpillé parce que trop d'infos partout à gérer, ça devient compliqué. Il y a le fameux risque qui a été nommé d'infobésité, trop d'infos, surcharge d'attention, trop de choses à retenir, à veiller, à gérer, etc. Et en plus, derrière, eh ben, ça a tout de suite une répercussion sur notre rythme de vie de base, les éléments fondamentaux, comme donc l'activité physique, on l'a dit, mais aussi l'alimentation. On mange plus vite, dans moins de conscience, on est moins à faire attention à ce qu'on mange, mais aussi les rythmes de sommeil, parce qu'on peut se connecter très tard dans la nuit, et puis avoir forcément une moins bonne quantité, voire une moins bonne qualité de sommeil. Ouf! On arrive au bout. Moi qui suis une grande optimiste, c'est pas ma partie préférée, mais c'est quand même important de prendre conscience de tout ça. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a vu, vous, donc si je reviens finalement un peu à cette question du début, l'impact des écrans dans vos vies, par rapport à tout ça, ce serait quoi, vous, vos deux, trois, enfin, un, deux effets négatifs de tout ce qu'on a vu les plus présents dans votre vie à vous? Moi, personnellement, je sais que c'est vraiment la sédentarité, le manque de mouvement parfois où je suis sans bouger devant mes écrans plusieurs heures d'affilée, clairement. Ça n'impacte pas, par exemple, sur mon sommeil. J'ai aussi, je pense, un impact sur mes yeux, sur ma vue, clairement aussi, notamment quand je fais des visios comme ça, parce qu'en plus, j'ai des lumières qui viennent en plus sur moi, et donc ça n'arrange pas les choses. J'ai de plus en plus une hypersensibilité à la lumière. Voilà. Donc, alors, de votre côté, qu'est-ce que vous avez noté? Donc, le sommeil, la vision, le sommeil. L'isolement, la sédentarité, l'isolement, le manque d'activité physique, mal aux yeux, manque de sommeil, l'addiction, ouais, carrément. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça joue aussi. C'est des formes d'addiction, que ce soit pour les jeux vidéo, pour les réseaux sociaux, pour les films, pour tout ça. Il y a une forme d'addiction, clairement. On est tous un peu addicts, clairement. Le seul moyen de le savoir, c'est de vous dire, et si là, vous passiez une semaine sans aucun écran, comment ça se passerait? Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui auraient des difficultés, mais dans l'idéal, on devrait pouvoir s'en passer. Sommeil, vision, sommeil et isolement, vision, sommeil, surcharge mentale.
Sommeil et sédentarité, trop d'écran de partout et ça me gêne beaucoup. Je me sens obligée de regarder. Donc cette pression sociale aussi, hein, si on rate quelque chose, etc. Ouais, ça joue aussi. Le manque de concentration, l'addiction, le manque de tonus, donc qui va avec voilà, la sédentarité. On ne se sent plus, on devient plus feignant. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais je vois souvent aussi dans mon environnement des personnes qui ont la flemme d'eux parce qu'on finit par moins bouger et que tout devient un effort. Alors qu'avec Internet, tout est facile, rapide, donc tout le reste devient un effort. Sur les yeux, oui, c'est indéniable, mais aussi l'impression que plus personne ne se parle, isolement, hypervigilance, addiction bien menée, etc. Sommeil, fatigue, sédentarité, etc. La dépendance, on ne peut pas l'éviter. Fatigue mentale, le sommeil et l'endormissement. Voilà. Donc là, pareil, je ne vais pas lire tout, mais heureusement, mon épouse m'aide à me limiter. C'est bien. Soyez solidaires les uns des autres et acceptez que l'autre puisse vous faire des... Ne faites pas des reproches entre vous, mais de la prévention là aussi, de l'entraide, une alliance, une équipe pour être plus vigilant. Je sais que moi, mon mari, à un moment donné, jouait pas mal aux jeux vidéo et je lui ai exprimé que ça commençait à être beaucoup et qu'en plus, ça avait une mauvaise influence sur nos enfants. Et donc, on en a parlé et il m'a dit, OK, je comprends tout à fait. Et c'est vrai, en fait, même quand je ne suis pas en train de jouer aux jeux vidéo, je commence à y penser, même quand je suis avec vous ou avec les enfants. Et donc là, il s'est rendu compte que l'addiction avait pris trop de place et le fait qu'on en ait parlé a réussi à l'aider à s'en libérer en partie, en tout cas à mieux le gérer carrément. Et maintenant, on n'a plus de difficultés à ce niveau-là depuis plus d'une dizaine d'années. Donc effectivement, entre vous, n'hésitez pas à vous entraider. On arrive aux impacts positifs parce que malgré tout, bonne nouvelle, il y a quand même des vrais effets positifs démontrés là aussi qui nous apportent des choses. Donc un peu comme tout, il y a toujours tout et son contraire. Donc ça va être à nous de trouver le juste équilibre et d'agir de façon à toujours diminuer tout ce qui est plutôt négatif et augmenter tout ce qui est plutôt positif, en tous les cas qui nous fait du bien dans notre équilibre et dans notre bien-être, puisque c'est le but hein, du webinaire d'aujourd'hui. Et là, on le sait, il n'y a pas deux personnes qui ont la même définition ni le même ressenti du bien-être, donc c'est être à l'écoute de soi, c'est important. Donc, utilité et bénéfice des écrans d'un point de vue cognitif et culturel. Bien évidemment, ça facilite l'accès à l'information, on l'a vu tout à l'heure, et ce n'est pas des moindres parce qu'il y a des publics qui étaient parfois très loin de l'information ou de la culture, dans des zones voilà, un petit peu en dehors des villes, dans des zones rurales, et ça leur permet d'être aussi connectés à beaucoup d'autres informations auxquelles elles n'avaient pas accès jusqu'à présent. Donc ça, on sait que même des politiques hein, s'engagent dans ce sens-là pour développer l'accès à l'information et l'accès à la culture via les nouvelles technologies dans le plus de territoires possible. Et les publics en sont ravis et ça va contribuer à leur bien-être. C'est aussi un outil d'apprentissage qui nous permet d'apprendre énormément de choses à beaucoup de niveaux. On peut apprendre que ce soit faire de la cuisine, du bricolage, des choses pour chez nous, en fait, hein, des recettes, etc. Mais aussi apprendre intellectuellement des compétences ou des techniques, des stratégies selon nos métiers, selon nos activités. On peut vraiment avoir beaucoup de contenu pour se développer, en fait, que ce soit en termes d'apprentissage professionnel, personnel ou de développement personnel. C'est vraiment une aide précieuse pour beaucoup de monde. C'est aussi, voilà, Patrick citait une aide précieuse dans le milieu associatif, donc pour créer du lien aussi, pour faciliter l'organisation des événements, etc. Voilà. Il y a aussi beaucoup de ressources utiles, donc sous des formes différentes, des vidéos de tutos pas à pas, par exemple, justement, comme je disais, pour faire plein de choses de notre quotidien, mais aussi des applications qui nous permettent de suivre des rythmes de vie, etc. Donc c'est vraiment intéressant aussi. Et à beaucoup de niveaux, il y a beaucoup d'avantages aussi. Et ça a aussi, malgré tout, parfois on a l'impression que ça nous stagne la créativité, mais en fait non. Il y a vraiment des recherches qui démontrent que l'accès à ces nouvelles technologies facilite pour d'autres façons la créativité. Il n'y a pas que la peinture, l'art manuel, etc. Il y a aussi une créativité intellectuelle dans l'écriture. On peut aussi créer plus de la musique, etc. L'intelligence artificielle peut freiner ou améliorer la créativité selon comme son usage. Donc évidemment, tout est une question d'usage et de comment on s'en sert et dans quelle mesure, quantité et qualité, on va s'en servir de tout ça. Mais en tous les cas, ça apporte quand même des vrais bénéfices et des personnes vraiment, ça leur a sauvé la vie. Enfin voilà, il y avait des vrais constats d'amélioration du point de vue culturel, social, cognitif. Au niveau social, ça, on peut aller plus loin.
c'est que ça a aussi un vrai effet pour toutes les personnes qui étaient isolées de leur famille. Donc le maintien du lien à distance n'est pas des moindres. Les personnes âgées qui se connectent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, les liens, les apéros en ligne, les repas en ligne de personnes qui ne pouvaient pas se voir autrement, qui sont dans des lieux très loin ou à l'autre bout du monde aussi. Ou, voilà, ça permet vraiment d'avoir des connexions à distance, mais aussi de travailler à distance, d'avoir des relations, par exemple, entre médecins du monde d'un côté et de l'autre, et donc du coup d'avoir des fois des opérations, mais c'est dingue quand on y pense à tout ce qu'on peut faire en étant connecté. Il y a énormément d'avantages aussi en termes de liens en fait humains à tous les niveaux, avec toujours des excès si on abuse, hein. Chaque point négatif pourrait être un point positif selon sa dose, et chaque point positif selon sa dose aussi et son excès pourrait devenir un point négatif. Il y a aussi un élan de communauté qu'on retrouve comme dans la vraie vie. Il y a beaucoup de groupes d'entraide, de groupes de soutien, de communautés et de soutien en ligne par thématique, par passion, par projet, par centre d'intérêt, des réseaux professionnels, des réseaux personnels, des associations, etc. Donc il y a énormément aussi d'entraide et de soutien. Ça vient appuyer cet effet-là aussi. Tout comme, à l'inverse, on a aussi hein, les haters et tout ce qui vient, j'ai pas parlé de harcèlement, etc., mais c'est de l'autre côté, quoi. Donc, il y a toujours tout et son contraire, mais c'est juste pour dire que oui, les écrans amènent des choses négatives, mais amènent aussi des choses positives. On trouve des deux, et c'est à nous de voir comment on peut faire au mieux entre tout ça. Il y a aussi des partages d'expériences, des ressources positives, donc on s'écoute, on apprend les uns des autres, on découvre, notamment, il y a des ouvertures de parole quand dans tous les milieux des femmes qui osent partager leurs expériences et qui rassurent beaucoup d'autres femmes qui se croyaient seules. Je parle des femmes, mais en fait, il y en a de tous les âges, de toutes les cultures, de tous les sexes et tout, enfin voilà, tous les genres aussi d'ailleurs. Ça permet d'ouvrir la parole et de créer voilà, une forme d'entraide et de soutien, de tolérance, même s'il y aura toujours aussi de l'autre côté l'intolérance et les abus malgré tout. De façon générale, on parlait tout à l'heure de santé et d'impact sur notre santé, notre corps. On peut aussi le prendre totalement à contre-pied et choisir finalement de se dire que bah, tout ce qui est connecté peut nous être utile pour notre santé. Vous avez peut-être déjà utilisé des applications pour faire du sport, pour de la méditation, pour mieux respirer, pour suivre votre sommeil et pour suivre vos règles, pour suivre vos repas, vos plans de repas, votre niveau d'activité, votre nombre de pas. Il y a beaucoup d'objets connectés comme ça, ou même simplement d'outils qui vous permettent de suivre ça, des problèmes de santé, mais aussi toutes les connexions entre les médecins, tout simplement, tout ce qui est en ligne pour suivre vos données médicales, tout ce qu'on envoie d'un laboratoire à un médecin, à une prise de sang, etc. Donc tout ça, évidemment, peut sauver des vies aussi. Et donc moi, j'ai déjà eu plusieurs personnes dans mon entourage dont la vie a été sauvée grâce à ces écrans. Que ce soit une personne qui chute, et qui appuie sur un bouton et d'un seul coup, il y a l'ambulance qui est prévenue, les proches qui sont prévenus et qui viennent voilà, rapidement intervenir. Ou des fibrillations cardiaques sur le suivi du battement de cœur d'une heure à l'autre qu'il n'y avait pas avant, et en fait un caillot de sang, et donc ça a évité une embolie pulmonaire, urgence directe, alors que, il n'aurait peut-être pas été aux urgences à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment, voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais ça peut vraiment avoir un impact positif, et il y a des situations où c'est vraiment génial d'avoir ces accès-là. C'est aussi des inspirations, de la motivation grâce à des contenus positifs quand on est dans tous ces domaines-là, qu'on choisit un peu plus le focus sur lequel on porte son attention sur les réseaux. C'est ce qu'on va voir juste après, justement. Rien ne remplace un prof pour méditer, faire du yoga, tout à fait, hein, mais il y a plein de choses qu'on a évoquées qui ne remplacera jamais un bon médecin, une bonne, voilà, un bon repas en amoureux, etc. Mais il y a des situations où on ne peut pas, où les personnes ne peuvent pas, d'un point de vue financier, géographique, qu'ont des enfants ou pendant le confinement, etc., où ça a été quand même très utile tout ça. Donc là, voilà, il y a de la balance, les deux. Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre ou meilleur que l'autre. Enfin, les deux sont vraiment nos réalités. On a des écrans, on a des impacts négatifs, on a des impacts positifs, tous dans nos vies. Donc allez, petite note positive. Vous, à quoi ça vous sert le plus en termes de positif, les écrans? Quels effets positifs vous constatez chez vous? Donc moi, je le citais, moi, vraiment au niveau de la santé, ça m'est très utile, et même pour faire des recherches, des informations, comprendre les symptômes, les miens, ceux de mes enfants, trouver des astuces, enfin voilà, j'utilise
j'utilise énormément aussi toutes ces ressources-là et les objets connectés qui ont, comme je le disais, sauvé la vie déjà des deux personnes de, de ma famille. Donc vraiment, je suis très heureuse de ça, mais aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup d'entraide, voilà, de liens avec des personnes qui me ressemblent, qui sont pas forcément dans mon environnement physique ici, mais que je peux trouver grâce à Internet aussi. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant. Des apprentissages, moi j'apprends énormément, et ça aussi, je trouve ça génial de pouvoir apprendre autant de choses, se cultiver, développer des connaissances, des compétences, du savoir-être, du savoir-faire, du savoir tout court. Bref. Alors, pour votre côté, m'obliger à faire mes 6 000 pas par jour, tout à fait. Téléconsultation dans les déserts médicaux, carrément. Rien de... Non, ça, j'avais lu. Nanana. Information, distraction, apprentissage, les recettes de cuisine, les rendez-vous médicaux, même à distance maintenant, tout à fait. Les photos, le maintien du lien. Une satisfaction à avoir créé quelque chose. Découvrir en ligne, surtout quand il pleut. Donc souvent actuellement, c'est clair. Ça aussi, des fois, on est coincé ou on est malade. Ou, bah, ça nous permet de garder du lien aussi, malgré tout. Montre connectée pour le sport, apprendre des nouvelles choses plus importantes pour moi et échanger. Gain de temps, oui, ça aussi, je ne l'ai pas cité, mais c'est dans les avantages souvent cités, c'est qu'on gagne du temps sur pas mal de choses parfois en qualité d'information aussi. Le fait d'utiliser moins la voiture, moins de temps d'attente aussi, donc peut-être. Alors, j'en ai pas parlé d'ailleurs du tout, mais je me rends compte que c'est pas encore sur le bien-être direct, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas mis dedans, mais j'ai fait une conférence sur l'impact sur l'écologie aussi à un moment donné, l'éco-anxiété, etc. Et malheureusement, il y a aussi un double effet, c'est que d'un côté, on va moins utiliser la voiture, etc., mais d'un autre côté, on va aussi avoir beaucoup plus de stockage d'infos. Et là, on est dans une mesure à ce moment où il va falloir qu'ils trouvent des solutions pour que les stockages du numérique ne viennent pas complètement détruire la planète. Et ils sont en cours, je vous rassure, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc oui, il y a des chiffres qui font très peur, mais il y a aussi des solutions qui sont déjà en cours de développement. Rappelez-vous, à l'époque, un téléphone, c'était pas de cette taille-là et il n'y avait pas autant d'infos. Plus ça se réduit, donc tout le stockage va se réduire de plus en plus en nano, nano, nano et du coup moins consommer d'eau et donc avoir un impact moins grand sur la planète. Mais on n'en est encore qu'au début et le nombre d'infos consommées ne cesse d'augmenter, donc il va falloir trouver un bon rythme pour tout ça. Alors, un savoir toujours plus grand. euh, Aide pour les enfants TDAH, par exemple, sur un profil ou autre, des achats en ligne, les réseaux sociaux, les groupes Facebook, c'est certain, j'échange avec des gens que je n'aurais jamais côtoyés sans, exactement. Échange en direct et visuel avec les visios, etc. Achats en ligne, échange. Oui, c'est vrai que j'achète aussi pas mal de choses des fois en ligne. Choix de voir des films à des heures moins tardives. Oui, on peut voir. Oui, c'est ça. C'est plus la télé en direct. Il y a tous les replays qui sont intéressants, qui nous permettent de mieux gérer notre planning et notre emploi du temps, et de pas dépendre aussi des horaires d'autres. Le lithium et les métaux rares. Oui, c'est clair. Non, mais il y en a plein des inconvénients malgré tout aussi à tout ça. Le recyclage des téléphones sans cesse, etc. Voilà. Donc, ils mettent en place de plus en plus du recyclage, justement, mais il y a des choses qui ont encore du mal à se recycler, donc il y a des vrais déchets aussi. Donc, vous voyez qu'on pourra toujours trouver des avantages et des inconvénients à tous les niveaux. Donc, voilà. Comme vous, je reste très optimiste. Ben, en tous les cas, comme je le dis souvent, être optimiste ne veut pas dire ne rien faire. Donc, mieux vaut être optimiste et faire quelque chose qu'être pessimiste et ne rien faire et se plaindre. Donc, moi, je préfère en tout cas avoir ce point de vue-là et me dire, il y a des gens qui trouvent des solutions, à nous aussi de les soutenir, d'en parler, de les relayer et voire même nous-mêmes d'utiliser au maximum tout ce qui peut aider, que ce soit pour la planète ou pour nous-mêmes, le bien-être. Pour revoir les émissions que l'on n'a pas pu voir en direct, etc. Ok. Allez, je continue maintenant. Et donc, on va voir maintenant les deux façons d'optimiser ces temps sur les écrans avec optimiser la quantité. Donc, on a déjà donné quelques pistes, hein. Donc, la première, pour limiter les écrans, limiter la quantité des écrans, c'est de se créer des rituels de déconnexion. Donc ça, c'est de la prévention et il n'y a que nous qui pouvons le faire pour nous-mêmes. Là, ça dépend plus des autres, c'est entre vous et vous. Et vraiment, si on ne fait pas attention, on tombe très vite dans les effets négatifs. Donc, la part d'action que l'on a, nous, c'est tout ça. Donc, tout ça, ça nous fait avoir un impact sur notre bien-être. Donc, se fixer, par exemple, un temps maximum par jour ou sur un temps donné avec un minuteur, des limites, etc., d'application. Vous avez des systèmes de Pomodoro pour déconnecter toutes les 20 minutes. Vous avez des nombres d'heures que vous passez sur le téléphone qui vous met une alarme quand vous arrivez à votre taux maxi. Juste au moins déjà avoir la conscience et se dire, OK, je veux bien utiliser tout ça, mais par contre,
pas plus que tant, pour moi, c'est important. Ça peut être une première piste. Ça peut être définir des heures de fin de travail pour couper le pro-perso. Personnellement, moi, je sais qu'à 19h, suite à notre visio, je coupe le pro. Et donc, le soir, je ne me connecte plus du tout aux écrans sur la partie pro. Ça peut attendre le lendemain comme si j'étais dans un bureau. Je me suis mis ces règles-là pour vraiment être dans la présence après avec ma vie perso et pas être interrompue sans arrêt, ce qui a été le cas. Donc ça aussi, c'est des moyens à nous de prendre des décisions, hein. Personne ne pourra le faire à notre place. Définir des moments ou alors des zones sans écran. Des moments sans écran, ça peut être le midi sur la pause déjeuner, de se dire, allez, pendant 1 heure, je lâche tous mes écrans, ça va reposer tout, le cerveau, les yeux, le corps, faire quelque chose en lien avec d'autres gens, se reposer, respirer, dormir, à vous de voir, mais sans écran, ça peut faire du bien. Mais c'est à vous de choisir quels sont les moments de vos journées ou de vos semaines où vous voulez avoir un sans écran, et chacun à votre niveau et à votre rythme, ou des zones. Il y a des personnes qui, par exemple, je connais beaucoup de familles, peut-être que c'est le cas chez vous, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des zones ou des moments sans écran? Dites-nous aussi, partagez vos expériences, qui ne mettent pas les téléphones dans les chambres, où c'est interdit. Il y a des paniers dans les halls, dans la salle à manger, etc., pour pas que les écrans arrivent dans les chambres, encore moins pour les enfants, mais même chez les adultes. Donc le rituel, c'est le soir, poser le téléphone, le brancher, mais dans la pièce principale. Ça peut être une possibilité de pas mettre de télé ou d'écran dans les chambres des enfants, etc. aussi. On peut instaurer des moments 100% hors écran en famille. Donc par exemple, on dit on va faire une sortie aujourd'hui et personne n'allume son téléphone. Et ça peut paraître tellement banal, mais de nos jours, même une balade en forêt, on arrive à avoir le téléphone, moi la première par exemple, pour prendre des photos. Et du coup, une fois qu'on a le téléphone, ah bah tiens, j'ai un SMS, ah bah tiens, j'ai un truc, et on peut là encore gâcher des moments, enfin gâcher, changer des moments, ne plus avoir la même qualité d'échange dans ces moments-là. Donc peut-être se poser des moments 100% hors écran, en famille ou entre amis, ou voilà, ça peut vraiment faire du bien. Ah voilà, aucun téléphone dans la salle à manger et les chambres. Ah bah carrément même pas dans la salle à manger pour manger sans écran, ça c'est intéressant aussi. J'éteins la Wi-Fi la nuit, super. Je fais tout ça, et si j'oublie mon tel en partant, tant pis, je ne reviens pas le chercher, sauf si indispensable, billet de train ou avion. Tout à fait, voilà, ça c'est des rituels, des habitudes, et là rien que de les lire, de les entendre, de les penser, de peut-être intégrer des petites clés en plus, des petites astuces en plus chacun, pour vraiment rester dans la conscience de ce qu'on fait avec nos écrans. J'ai mon téléphone qui me sert de réveil, mais je le mets en mode avion, par exemple. Voilà, c'est trouver la limite. Quel usage je m'autorise et quel usage non, je ne veux plus dans tel ou tel moment ou endroit. Programmer des micro-détox volontairement, de se dire, pour toute addiction, le fait de se faire des détox permet de réduire au moins la progression de l'addiction, voire même de la minimiser ou de la réduire. Ça va pas l'enlever en général, mais ne serait-ce que pendant des vacances, se dire, pendant une semaine, je n'ouvre pas mon ordinateur. Par exemple, déjà un premier point. Je m'accorde l'accès à mes mails qu'1 heure par jour. Vous voyez qu'il y a des... Voilà, c'est des petits rituels. À vous de choisir ceux qui sont bons, qui vous feraient du bien, etc. Mettre son mode avion, comme on en a parlé tout à l'heure, ranger dans une autre pièce la nuit, etc. L'accès au téléphone seulement après la sortie des chiens, même s'ils comptent les pas pendant. Voilà, donc on peut le garder sur soi, mais juste pour compter les pas. Mais on ne regarde pas son téléphone quand on est dans la balade avec les chiens. Euh, Créer le mois sans écran comme l'alcool, la cigarette, etc. Donc là, Aurélien nous dit ça existe, j'en ai entendu parler pour la première fois cette année et là c'est là en février. Alors ça, avant qu'on ait des gens qui réussissent à tenir un mois sans aucun écran, je pense qu'il y a encore des boulots. Mais ça serait génial si on arrivait à faire ça. Ça voudrait dire qu'on arrive à s'organiser autrement pour tout. Et ce serait intéressant. Donc moi, je trouve que déjà, si on peut commencer sur des heures, des demi-journées, des journées, des week-ends ou des périodes de vacances, c'est déjà bien pour commencer et d'y aller progressivement et de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme et qu'on peut faire des choses super intéressantes dans ces moments-là. Allez, je continue parce qu'il nous reste encore un petit peu de points à voir et il est déjà 48. On va respecter les horaires. Donc, les pauses actives et hygiène numérique. Donc là, on est plutôt sur la partie mouvement. Donc, OK, on a réduit les temps, mis des rituels pour réduire. Maintenant, pendant qu'on regarde les écrans, on va se faire des petites pauses régulièrement. Ça, c'est vraiment l'anti-sédentarité dont on parlait tout à l'heure. Donc, mettre des petits rappels toutes les heures, une petite pause de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, pour bouger, pour respirer, pour s'étirer, tout simplement. Mettre un rappel pour bouger au moins 1 minute automatiquement dans certains téléphones qui existent
Pour les yeux, la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez à 20 mètres pendant 20 secondes. Donc ça peut être quelque chose où on peut prendre l'habitude. Moi, je sais que maintenant, et c'est pour ça que des fois, vous m'y regardez, mais là, la nuit, ça marche pas. Mais pendant la journée, régulièrement, je regarde ma fenêtre parce que ça me permet de regarder au loin et plus dans cette distance, voilà. Donc ça évite que mes yeux se fatiguent et que je perde trop la vue de loin aussi, ou même que j'abîme ma vue de près. Adopter une posture ergonomique pour éviter les tensions et les douleurs. Alors là, j'ai même envie de dire, alors c'est pas adopter une posture, mais c'est changer régulièrement de posture. Là, je vous parle, et sans vous mentir, ça fait au moins 3 fois que je change de position de mes jambes. Ça se voit pas toujours, etc. Mais des fois, j'ai les jambes relevées, des fois, je suis en tailleur, des fois, j'ai les pieds par terre. C'est aussi, voilà, varier les positions des bras. Des fois, je m'appuie, des fois, je suis sur mon dossier, des fois, je suis en arrière, des fois, je suis en avant. J'essaye de faire vraiment attention à toutes ces postures, que ce soit quand vous regardez la télé, quand vous êtes sur vos ordi, etc. Ça peut vraiment aider. Porter des lunettes avec les filtres anti-lumière bleu, donc bleu, voilà, pour éviter les effets, notamment en fin de journée. Donc, quand vous allez changer vos lunettes, pensez à demander le filtre anti-lumière bleu. Ça paraît rien, on s'en rend pas compte, mais ça a un vrai un effet aussi sur notre vue par rapport aux symptômes dont on parlait tout à l'heure. Les heures les plus adaptées aux écrans, ça aussi, ça joue beaucoup, quitte à choisir. Et c'est malheureusement pas les heures qui nous arrangent. Parce que oui, le matin ou la journée, c'est moins problématique. On bouge plus, il y a plus de lumière, on est plus spontané à se lever pour aller manger, pour aller aux toilettes, pour faire ceci, pour faire cela. Plus on arrive à la fin de journée, plus on conseille de minimiser les écrans, et notamment les lumières bleues, etc. Commencer à réduire progressivement. Et le soir, plus on s'approche du coucher, plus il est conseillé au minimum de baisser la luminosité. Si au moins vous ne réduisez pas le nombre d'heures de vos écrans, vraiment, tester, ça fait une vraie différence le soir. Sur tous les téléphones, sur tous les ordinateurs maintenant, vous avez le petit symbole de lumière. Vous pouvez réduire la luminosité. Ça réduit quand même l'impact sur les yeux, sur la fatigue, etc. Maintenant, si on peut voilà, se déconnecter carrément le soir et la nuit, c'est encore mieux. Mais il y a beaucoup de familles, on le sait, ou de personnes qui ont des habitudes le soir à regarder leurs séries, leurs films, etc. Forcément, il y a des écrans, et ça depuis toujours, hein, avant qu'il y ait Internet. Dès qu'il y a eu la télé, ça a pris beaucoup de place. Donc, si vous deviez mettre en place un premier rituel parmi tout ça, parmi tout ce que j'ai évoqué déjà pour réduire la quantité, là, si vous aviez un tout premier petit pas, ça serait lequel? Là, si vous disiez, OK, par rapport à tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on a dit, si quand même je devais faire un petit pas de plus, même 1% de plus, ça serait quoi pour vous le petit rituel de plus? Donc n'hésitez pas à dire, vaut-il mieux regarder son écran dans le noir ou mettre de la lumière en plus? Il vaut mieux regarder l'écran dans le noir avec le minimum de luminosité parce que le corps perçoit la lumière autour aussi et ça l'empêche de dormir, même la lumière de toute façon, sans forcément que l'écran. C'est pas que l'écran, c'est toute la luminosité. En gros, faut s'adapter à la lumière du jour à l'extérieur et donc selon les saisons, c'est pas la même non plus. Donc le corps s'adapte à la nature. Donc c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Suivez au maximum la lumière extérieure pour la lumière de votre quotidien et ce sera toujours mieux pour votre santé. Aucune lumière quand je dors. Donc, la petite action. Aucune lumière quand je dors, même pas la petite lumière de la tête de l'hôtel. J'amène de quoi la cacher. Ouais, alors ça, alors c'est peut-être déjà le cas. C'est pas un truc en plus, mais c'est peut-être déjà le cas. Changer ses habitudes. Donc, quelles habitudes, justement? C'est quelle habitude? Une seule petite habitude. Parce que quand on cherche à tout changer d'un coup, en général, on n'y arrive pas ou on fait pas beaucoup. Si on se dit, OK, un pas après l'autre. Une fois que j'aurai intégré telle habitude, je verrai pour en changer une autre. C'est comme ça qu'on arrive mieux à vraiment changer soi-même son quotidien et avoir un impact durable avec ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'objectif de se coucher avant minuit. Donc ça, par exemple, pour Patrick, c'est un objectif qui peut commencer déjà, voilà. Donc les écrans terminés après minuit aussi. Oubliez mon téléphone dès 20 heures. Donc lâchez le téléphone, là, après la visio, encore une petite heure, et puis après, hop, faites un test, juste ce soir, pour tester. Un point après l'autre. La règle du 20-20-20 pour les yeux, super. Faire une pause systématique régulièrement. Mettez des rappels si ça peut vous aider pour le départ. Après, ça va devenir automatique, mais au départ, on peut utiliser des rappels pour tout ça. Couper les écrans à 21 heures. Pareil, on teste ce soir pour voir ce que ça donne. Réduire, parce que du coup, il faut trouver autre chose à faire. Quand on est addict à quelque chose, il faut remplacer par autre chose.
Est-ce que vous allez écrire, dessiner, lire, voilà, écouter une musique, je ne sais pas. Ça va être intéressant. Faire des pauses régulièrement, faire la pause 20-20-20, limiter le temps sur le tel, limiter l'utilisation de mon téléphone avant le coucher, faire la pause 20-20-20, une pause toutes les heures. J'aimerais bien adopter les moments micro-détox, une demi-journée pour commencer. Ça serait cool, hein. C'est hyper intéressant à tester, franchement, c'est génial. Allez dans un spa, vous allez voir, il n'y a pas de téléphone. C'est génial quand on arrive à passer une demi-journée ou une journée dans un spa. Bah, il y a personne qui a des téléphones. Et du coup, on est obligé d'être déconnecté et on peut parler avec les personnes à qui on est ou se détendre et profiter simplement. Le vide fait beaucoup de bien aussi, hein, le repos, le silence. Faire une détox régulière d'une demi-journée. Ou aller marcher, les randonnées, etc. aussi, c'est chouette. Une demi-journée de randonnée sans téléphone, même si ça peut aider sur le chemin. Bah, finalement, si on prépare bien tout, on n'en a pas forcément besoin. Programmer des moments sans écran, nanana. Ok, allez, je termine avec le dernier point qui seront maintenant optimiser la qualité de temps sur les écrans. Je terminerai avec ça. Choisissez ce que vous regardez sur vos écrans. Donc maintenant qu'on a vu la durée, c'est quand vous êtes sur vos écrans, vous avez le total pouvoir sur ce que vous voyez sur vos écrans. Même si j'ai dit qu'il y avait une majorité d'infos négatives partout, en fait, likez ce que vous voulez suivre et suivez les contenus qui vous inspirent et vous allez voir, les algorithmes s'adaptent totalement. Regardez votre mur, hein, votre feed ou votre fil d'actualité sur vos réseaux sociaux. Voyez tout ce qui apparaît. Là, vous ferez le test juste après, vous pouvez le faire en direct. Et regardez, est-ce que ce sont des infos positives qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent de l'énergie, qui vous mettent de la vitalité, etc. Ou est-ce que ce sont des infos qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, qui vous font douter, qui vous mettent dans une émotion pas agréable? Et choisissez de liker tous ceux qui vous mettent vers le haut et arrêtez de liker ou de regarder tous ceux qui vous mettent vers le bas. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir un joli mur positif qui va vous faire beaucoup de bien. Et ça change tout sur l'humeur, évidemment. Choisissez des vidéos pour apprendre, pour vous motiver. Ne surfez pas au hasard. Choisissez ce que vous allez regarder. Ne vous laissez pas happer par tous les TikTok, les YouTube, etc., qui viennent automatiquement. Ou alors, en tout cas, choisissez des personnes à suivre. Désabonnez-vous de celles que vous ne voulez plus suivre. Mettez en veille 30 jours les personnes qui sont en ce moment dans une énergie qui ne vous plaît pas. Voilà, choisissez. Voilà. Suivre des comptes qui stimulent la gratitude, donc tout ce qui est beau, tout ce qui est inspirant, tout ce qui a des belles actions qui vous donnent des envies. Par exemple, même sur l'écologie, on peut voir soit des choses euh, tristes, dures, etc., ou on peut aller voir des belles actions de personnes qui mettent en place des belles choses. À vous de choisir ce que vous suivez et l'ordinateur suivra. C'est vous-même qui guidez ce à quoi vous avez accès. Transformez l'écran en outil d'action pour créer, apprendre, partager et pas simplement pour consommer. Soyez actif de votre usage des réseaux et d'Internet, des outils. Choisissez, utilisez vraiment pour les bonnes raisons au bon moment. C'est vous qui êtes au contrôle de tout ça. Filtrez les informations en vous disant voilà, je vais lire les actualités, ok pour me tenir à jour, mais que à telle heure et pas plus d'une demi-heure, parce que je vais pas me plomber. Choisissez au contraire des médias positifs, constructifs. Appliquez sinon au minimum la règle des 3 pour 1. 3 contenus positifs pour un contenu négatif. Et surtout, n'hésitez pas à vous reposer régulièrement la question, est-ce que là, ce que je suis en train de faire sur mes écrans, ça nourrit mon énergie ou est-ce que ça l'épuise, ça la vide et ça baisse mon bien-être? Donc, à chaque fois que vous êtes devant un écran, posez-vous cette question. Et vous allez de plus en plus sélectionner par rapport à ça le résultat de vos actions. Même par rapport aux échanges avec les proches, avec les réseaux humains, on va dire, quels qu'ils soient, éviter les débats, à rentrer dans des débats toxiques, à défendre, à échanger des échanges stériles. C'est comme dans la vraie vie, en vrai, hein, c'est pareil. Partagez plutôt des expériences positives, inspirez les autres et laissez-vous inspirer par les autres, créer du lien réel avec des discussions qu'on appelle profondes, que ce soit en réel ou en virtuel. Ça a le même effet, ça crée du lien profond et sincère. Rejoignez des groupes qui vous plaisent, qui vous font du bien, mais n'allez pas dans les groupes qui vous perturbent ou qui vous prennent trop de temps, par exemple. Réduisez les notifications pour pas toujours... vous pouvez même enlever les notifications et aller que quand vous en avez besoin et pas juste pour ne plus avoir de notifications. Tout ça est important. Et donc finalement, utilisez aussi, choisissez les applications qui peuvent vous aider, comme les applications santé, sommeil, alimentation, sport, bien-être, les outils créatifs qui vous plaisent, qui vous servent, qui vous font gagner du temps, on en parlait tout à l'heure, qui optimisent votre temps au lieu de vous en faire perdre. Les jeux, attention, régulez, ça vous détend, ça vous fait du bien, ok, mais pendant combien de temps c'est positif et à partir de combien de temps ça devient addictif et ça vous fait perdre votre énergie? Effectivement, sélectionner et doser, comme c'est écrit dans le chat, c'est exactement ça. Ressources qui motivent à bouger, apprendre, se connecter positivement. Donc, c'est se poser ce genre de questions. Donc,
parmi tout ça, si vous aviez un choix à faire parmi toutes les petites idées là, de mettre plus de positif dans vos écrans, ça serait quoi? Est-ce que là, ça serait peut-être d'aller regarder votre mur et de faire une petite sélection? Est-ce que c'est de vous abonner à des médias positifs ou désabonner à des médias négatifs? Est-ce que c'est de limiter le temps que vous passez à parler avec des gens qui vous tirent vers le bas? Voilà, n'hésitez pas à partager. Voilà, qu'est-ce que ce serait pour vous le petit plus positif? Peut-être même simplement se désabonner d'une personne qui, sur les réseaux, vous apporte une énergie en ce moment qui est pas agréable. Moi, je le fais régulièrement, hein, c'est vraiment choisir des groupes positifs, me désabonner de certains sites ou de certaines newsletters aussi, des mails qu'on reçoit. Désabonnez-vous de tout ce qui n'est pas intéressant, utile, perturbant, toutes les pubs, tous les spams. En bas, maintenant, il y a les RGPD, vous avez se désabonner. Désabonnez-vous, vous allez voir, ça va vous dépolluer aussi, moins de charge mentale, etc. Et si vous abonnez à des newsletters, choisissez des newsletters positifs. Donc oui, il y a une étape de faire le tri. Donc désabonnement, tri, etc. Réseaux sociaux, mail à tous les niveaux. Voilà, on arrive à la fin. Je termine toujours avec ma petite diapo pour ceux qui ont eu l'occasion de me croiser. Merci de votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez pas de prendre soin du monde. Je laisse la parole pour la clôture. Nous t'écoutons. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Cécile, pour ton intervention. Je vous remercie à tous pour votre participation.